Je vous propose quelques pensées pour accompagner la méditation. Prendre le temps de méditer, c'est explorer des façons de penser différentes. Et tout en étant assis confortablement, en prenant le temps de bien respirer et de se sentir de plus en plus libre de toute forme de tension, autant les tensions physiques que mentales. Quand on prend le temps d'écouter le silence, non pas le silence extérieur, mais le silence de l'esprit. On ralentit le rythme des pensées. On apprécie cette capacité de penser lentement. Et de ressentir combien les pensées calmes, les pensées paisibles sont des pensées qui nous font du bien. Et que souvent on a cherché à ressentir le bien-être en étant stimulé par des énergies extérieures, les relations, les plaisirs sensoriels, les scènes de la vie. Mais dès qu'on commence à prêter attention à chacune de nos pensées, on redécouvre combien chaque pensée peut avoir un effet sur notre conscience et sur notre bien-être. Une simple pensée de lâcher prise peut nous libérer de toutes les tensions. Une pensée dirigée vers la paix. Une pensée de paix peut éteindre tous les feux qui brûlent parfois dans la conscience. Et une simple pensée d'amour peut générer un sentiment de bien-être, de bonheur. Et une pensée à la fois. C'est comme si je reconstruisais mon bien-être. Je ne cherche plus à savoir qui je suis, mais je crée mon identité.
une pensée à la fois. Avoir des pensées de paix. Des pensées d'amour. C'est nourrir l'âme, nourrir l'être. Et faire renaître le bien-être. Et quand mon esprit s'emplit de paix, que mon cœur s'emplit d'amour, le regard que je pose sur les autres change. Ma façon de comprendre les scènes de la vie change. Et même le jugement que je pourrais porter sur les autres change. Et je redécouvre à quel point toute pensée de paix et d'amour me fait du bien. Me rend fort. Être en paix, c'est propager la paix. C'est attirer la paix. Et ressentir l'amour, c'est invoquer l'harmonie, la douceur. Et plus je nourris mon esprit pour qu'il soit en paix, et plus je remplis mon cœur d'amour, plus j'augmente mon bien-être. Avoir un sentiment de bienveillance envers moi-même. Et un sentiment de bienveillance pour les autres. Et j'apprécie ces moments pendant lesquels je prends soin de moi. Je pense à moi. Et je me fais du bien. Et seulement alors je me sens disposé à offrir tout ce bien-être aux autres, à ceux que je rencontre. Mes pensées restent bienveillantes.
et même à travers mon regard, l'expression de mon visage. J'exprime ce bien-être intérieur et je l'offre aux autres. Alors bonsoir tout le monde, content de vous retrouver. Surtout heureux de savoir que vous n'êtes pas enseveli sous un banc de neige et perdu quelque part dans les blancheurs de la ville. Très content aussi d'aborder un thème qui est vraiment sympathique, puisque c'est la question de notre relation avec le temps. Et c'est un gros sujet puisque on est toujours un petit peu en relation avec le temps sur différents niveaux et parfois on a l'impression qu'on manque de temps, parfois on a l'impression qu'on court après un petit peu le temps et on est toujours un petit peu bousculé des fois avec le temps. Et il y en a qui trouvent par contre qu'ils en ont trop et qui ne savent pas quoi faire de leur temps. Alors il y a plein d'aspects qui sont vraiment intéressants et peut-être je pense qu'il y en a qui viennent pour la première fois aujourd'hui, c'est votre cas, oui. Alors content de vous accueillir et la notion qu'on essaye de proposer le mercredi, c'est dans le contexte toujours de provoquer notre esprit afin de l'inviter à changer sa façon de penser. Et on ne propose jamais la pensée à penser, mais juste des pensées qui nous invitent tous à réfléchir. Et le contexte dans lequel on aime faire ça, c'est le contexte dans lequel la philosophie et la pratique du Raja Yoga, donc ce qu'on enseigne dans tous les centres Brahma Kumaris à travers le monde. Alors Raja Yoga est vraiment une philosophie, une démarche, une méditation aussi, c'est toutes sortes de choses qui visent à donner à l'individu une capacité à retrouver sa plénitude. Et la croyance fondamentale est très simple, très universelle, c'est que chaque être a un potentiel. Et le but du jeu, dans le double sens du jeu, le J-E-U et le J-E-U-X et le J-E, donc le jeu et le jeu qu'on joue, le but du jeu, c'est de s'accomplir, de s'épanouir, de se réaliser et de finalement atteindre le bout à la ligne d'arrivée avec le sentiment d'avoir exploité l'être et de lui permettre de s'épanouir. Et c'est ça qu'on appelle le Raja. Le Raja, c'est le souverain, le roi. Donc le Raja Yoga, c'est le yoga, la connexion, le lien
qui permet d'atteindre cette souveraineté, cette plénitude. Et ce qu'on aime, c'est cette notion que l'être peut changer. Et souvent, on vit des situations dans lesquelles on aimerait beaucoup changer la situation ou changer les autres. Et quand on se rend compte que c'est très difficile de changer et les situations des fois et les autres, on se demande est-ce que nous, on peut changer? Est-ce qu'on peut changer notre façon de réagir? Est-ce qu'on peut changer notre façon de penser? Notre façon de ressentir les choses? Et imaginez, ceux qui habitent un appartement, une maison, peu importe, un studio, imaginez que vous êtes toujours dans le même environnement, puis un jour vous décidez, tiens, on va rénover la salle de bain. Puis imaginez que votre salle de bain, elle est la même depuis à peu près 25 ans, ou 10 ans, ou 15 ans, ou 2 ans, peu importe. Puis un jour, ça y est, l'idée vous vient, on change la salle de bain. Ah oui, des travaux, on enlève tout, on change la baignoire, on enlève les murs, on recommence. Puis vous retrouvez avec une super douche, ou je sais pas ce que vous voulez, là, partez dans vos fantasmes de salle de bain personnelle. Et un beau soir ou un beau matin, finalement, les travaux sont terminés, la peinture est terminée, les ouvriers partent ou peu importe. Puis vous retrouvez avec, waouh, un nouveau coin dans ma maison, dans mon appartement, qui est complètement différent. Et vous vous dites, waouh, je suis super content. Qu'est-ce que vous faites à chaque fois que quelqu'un vient chez vous? Hey, regarde, viens voir, tout changer la salle de bain, on en est fiers, on monte ça, non? Enfin, moi, j'avoue, c'est un fantasme. Ma salle de bain n'a jamais été transformée, puis je pense que je projette purement et simplement à voix haute ce que j'aimerais beaucoup faire. Et, mais je sais que quand on change quelque chose chez soi, même si des fois c'est 3 fois rien, changer un dessus de lit, changer 2 cadres de place, enlever un truc qui est sur le mur depuis 15 ans, puis on met ça quoi, un nouveau cadre. Le changement, des fois, fait du bien. Tu sais, puis on se dit, ah, tiens, c'est fun, ça a changé. Et je pense que ce qu'on fait ici dans l'approche méditation, travail sur soi, c'est un peu comme ça. C'est de se rénover, de faire des rénovations sur soi-même et d'apprécier ensuite le fait que peut-être j'aurais dû faire ça avant, mais en tout cas, je viens de le faire, puis c'est vraiment mieux comme ça. Et quand on découvre qu'on a des nouvelles capacités, qu'on est capable de vivre les choses un peu différemment, puis quand on a des nouveaux potentiels, des nouvelles compétences, des nouvelles façons de réagir et d'être, ben, je pense que des fois, on en bénéficie beaucoup, puis on se dit, waouh, je suis content d'avoir fait ça. C'est un accomplissement dans notre vie aussi. Alors, ce qu'on essaye d'accomplir dans la pratique du Raja Yoga, je partageais ça hier soir, puis j'aimais bien la vision qu'on nous donne un petit peu. C'est des fois quand on se demande, mais qu'est-ce que ça mange une âme en hiver? Ça, c'est une expression qu'on a souvent. Qu'est-ce que ça mange un tel truc en hiver? Qu'est-ce que ça mange une âme en hiver à moins 25 degrés? C'est où? Ça mange quoi une âme? Et la notion est intéressante parce qu'elle décrit un peu toute la structure de notre travail spirituel, en fait, et pourquoi méditer. Puis comme depuis plusieurs semaines, je fais des très longs détours. Je sais, on va parler du temps, mais juste les 2 dernières minutes de l'heure, c'est pas grave. Mais le long détour est intéressant. Et la notion qui est un peu le but de notre démarche et le but de pourquoi méditer, c'est qu'en fait, l'âme, donc l'être, ce qu'on est, notre personnalité, ce qui nous anime, consomme en fait 3 choses. Puis on se rend compte que ce qui alimente beaucoup l'âme, c'est des informations, de la connaissance, du savoir. 2, ce sont des qualités, des compétences, des vertus. Et 3, ce sont des pouvoirs. Ça, c'est très mystérieux, mais c'est un élément qu'on va aller chercher. Il y en a de façon très primaire et presque primate, et presque animale. Le pouvoir sera de dominer sur un autre. Le pouvoir de l'argent, le pouvoir du statut social, le pouvoir de la taille d'une maison, le pouvoir associé à toutes sortes de choses. Évidemment, nous, on n'est pas très intéressés à ça. On est beaucoup plus intéressés au pouvoir spirituel. Le pouvoir de maintenir sa paix quand tout va mal. Le pouvoir de rester stable quand on traverse quelque chose de difficile. Le pouvoir de tolérer. Le pouvoir de faire face à une situation difficile. Ça, c'est un pouvoir de l'âme. Et donc, on se rend compte qu'il y a 3 dimensions, donc les connaissances, le savoir, puis dès qu'on sait quelque chose, on change.
Le moment où on apprend, on peut faire des choses différemment. On a tous vécu dans notre jeune âge des apprentissages sympathiques. Tu sais, quand nos parents nous montrent quelque chose, puis après on sait le faire, puis on le fait tout seul. Ben, un apprentissage, on le fait. C'est une connaissance. Des fois, c'est très drôle, j'aime bien ces exemples où on a le même téléphone depuis longtemps, sans se rendre compte qu'il y avait une fonction qu'on n'a jamais découverte. Puis un jour, on dit « Ah, tiens, c'est très drôle. » Par erreur, on découvre qu'il y avait un raccourci pour faire telle chose. Puis on dit « Ah, génial, j'ai trouvé un nouveau truc. » Pour ceux qui aiment les gadgets. Ceux qui aiment la cuisine, c'est une mise à jour qui est le fun, avec des nouveaux gadgets. Ou une nouvelle recette qui, tout à coup, votre vieille vinaigrette que vous faites depuis 10 ans, un jour, on vous montre une autre façon d'assaisonner la salade. Donc, le savoir est intéressant. Les vertus, les qualités, évidemment, changent notre façon d'être. Et ensuite, les pouvoirs. Et je mentionne tout ça parce que la méditation puis la réflexion va en fait viser qu'une seule chose. C'est de stimuler ces 3 dimensions-là. Et plus on a de savoir judicieux, bien sûr, c'est pas juste des compétences intellectuelles ou scientifiques, mais le savoir de se connaître soi-même, qui suis-je, comprendre la vie, comprendre mon sens dans la vie, le sens de la vie. Évidemment, ce savoir-là va m'élever. Mes valeurs vont m'élever. Et mes pouvoirs vont m'élever. Et vont me permettre d'exprimer. L'âme va devenir tout à coup capable d'exprimer quelque chose de plus grand. Et si on veut être capable de vivre notre vie mieux, eh bien, il faut à la base nourrir l'âme mieux. Et ce qu'on va voir, c'est que dans notre métamorphose, on va toujours avoir besoin des 3 P, moi j'appelle les 3 P, la paix, la pureté et la puissance. Et le développement de l'âme va souvent nécessiter ça. De commencer par une expérience de paix. La paix va être capable, un peu comme avant d'opérer un patient, on suggère, si possible, de l'anesthésier. C'est un petit peu plus sympathique, surtout pour les grosses opérations. Avant de vous arracher une dent, c'est bien de, si possible, vous anesthésier, ça fait moins mal. Et la paix a cet effet-là. S'il y a une paix qui s'installe dans l'âme, là, on va voir que la transformation est beaucoup moins douloureuse. La pureté, ensuite, ça va être une forme d'élimination de ce qui est agressif, de ce qui est négatif, de ce qui est violent, de ce qui est douloureux dans l'âme. Et ensuite vient la puissance. L'âme peut, à ce moment-là, affirmer une force. Et souvent, les gens ne se rendent pas compte que la métamorphose de soi doit passer par ces étapes-là. Et si on n'est pas paisible, c'est très difficile de se transformer. Un parent qui dit à son enfant « Calme-toi !» C'est pas très efficace. Parce qu'en général, l'enfant va dire à la maman peut-être c'est toi qui devrais te calmer aussi. Ou alors, la mère qui est impatiente qui dit à son enfant écoute, sois patient, la maman va arriver. Non, ça marche pas comme ça. On peut pas facilement imposer à l'autre une réalité qu'on n'arrive pas soi-même à ressentir. Alors, c'est sûr qu'il y a une dynamique qui va s'installer dans laquelle on développe la paix. Ça nous permet d'évoluer, de développer ensuite une forme de pureté qui ensuite donne du pouvoir. Et c'est là un peu toute la méthode et le processus dans lequel on essaye de développer. Bon, la méditation devient à ce moment-là la force ou le catalyste un petit peu qui me permet de générer cette paix, ressentir la pureté et développer le pouvoir. Et quand on a ça, cette ligne-là, nous donne cette occasion d'augmenter la connaissance, d'augmenter ses qualités, ses vertus et ses pouvoirs. Ça vous semble un marché sympathique, hein? Alors, oui? Mais moi, j'ai des expériences comme... Je pense que je comprends qu'est-ce que vous dites. Il faut avoir du paix pour passer à travers les épreuves qui vont nous faire grandir. Mais moi, des fois, j'ai des expériences que je crois être spirituelles, où je l'ai comme...
des nouvelles pensées qui sont comme ah oui, si je peux penser comme ça, je vais être plus spirituel. Mais après ça, c'est toujours accompagné par quelque chose de mal, comme oh non, je vais perdre ça, ou dès qu'il y a des peurs ou des craintes. Oui. Ben, c'est parce que tout ce que je propose, c'est dans un ensemble de pratiques régulières. C'est-à-dire, c'est vraiment, tu sais, comme si on apprend une langue ou qu'on va à un gym ou qu'on apprend un sport. Ben, il y a des étapes qu'il faut suivre. Puis au départ, la première étape qu'on propose, c'est de prendre un cours de méditation pour apprendre comment faire fonctionner l'esprit. Parce que l'esprit, comme vous dites, peut créer une pensée, ah, je suis paisible. Puis la pensée d'après, c'est ah non, ma belle-mère arrive. Ok, non, là, la paix vient de partir en 30 secondes, quoi. Ou j'ai telle chose à faire, puis ça crée un stress. Alors, penser comme je suis pas assez bien. Ouais. Alors, dans ce sens-là, on est très conscient que la pensée, l'esprit, est très, très particulier. C'est un muscle, puis on va apprendre à le développer. Donc, c'est vraiment une pratique. C'est pas juste une pensée qui arrive, puis ça y est, c'est la pensée magique. C'est vraiment une étude qu'on propose dans la méditation, dans la philosophie, de développer toute la connaissance de soi et la pratique de cette démarche spirituelle. Alors, il faut prendre le temps. J'ai juste avancé peut-être un petit peu, puis après je ferai les questions pour à la fin. Ça va? Alors, dans la notion de comprendre après cette relation qu'on entretient avec le temps, ça devient très important. Pourquoi? Parce que pour développer tout ça, tu sais, il y en a qui disent, moi la méditation, ça va, tu sais, j'ai le temps, ou j'ai pas le temps de méditer, ça dépend des gens. Des fois, on sent pas l'urgence de changer. Tu sais, on dit, je suis comme je suis, puis écoute, c'est comme ça, hein, on a du temps, on est jeune. Moi, quand j'étais jeune, la priorité de me changer, c'était pas ça du tout. Puis à un moment donné, on se rend compte que le temps avance. Je pense que tout le monde vieillit physiquement. Moi, qu'il y en a qui aient trouvé un truc pour ne pas vieillir physiquement, je pense qu'on finit tous un jour ou l'autre par sentir que le temps fait son œuvre sur le corps. Et un jour, on commence à se dire, je fais quoi du temps que j'ai? Et ma vie, je vais faire quoi avec ma vie? Et c'est pour ça que j'ai fait cette longue introduction, parce que ma conscience du temps est souvent générée par la conscience que je vais avoir de qu'est-ce que je fais de ma vie. Et si quelqu'un n'a aucune préoccupation par rapport à ce qu'il va faire avec sa vie, mais il n'aura pas vraiment une grosse préoccupation par rapport à ce qu'il fait de son temps. On dit par exemple que pour certaines personnes, le temps c'est de l'argent. Ça, c'est parce qu'ils sont très conscients de leurs gains financiers. Pour d'autres, on va dire, le temps c'est de l'or, tu sais, c'est vraiment, le temps est précieux. Et ils vont dire, juste passer du temps avec quelqu'un, c'est un moment précieux. Puis ils vont dire, ça vaut plus que de l'or, ça vaut plus que de l'argent. Alors, la relation qu'on va développer avec le temps va être très dépendante de la vision qu'on va avoir de ce qu'on veut faire de notre vie. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que si on veut atteindre son plein potentiel, là, on va se rendre compte qu'il y a du temps, mais on ne sait pas combien de temps il y a pour développer son potentiel. Dans notre relation avec le temps, pour moi, je vois 3 éléments qu'on va aborder qui sont intéressants. La première chose, c'est l'usage que je fais du temps. Qu'est-ce que je fais de mon temps? Ça serait très intéressant d'être capable un jour d'avoir un expert qui arrive et dit, écoute, je t'ai observé là, de mon petit nuage, puis j'ai tout calculé ce que tu fais de ton temps. Je veux savoir ce que tu fais de ton temps. Je ne sais pas s'il y en a qui sont très amis avec Google. Vous connaissez Google? C'est super, supposé être très intelligent. Moi, Google m'envoie tous les mois un bilan de toutes sortes de choses fascinantes. Combien de kilomètres j'ai fait à pied, combien j'ai été dans ma voiture. Il m'envoie une carte et tous les trajets que j'ai faits, les lieux nouveaux où j'ai été. Combien de lieux nouveaux j'ai découverts ce mois-ci. Alors, je sais qu'il y en a qui ont très peur de ce Big Brother. Moi, je l'aime beaucoup, je trouve qu'il est vraiment gentil. Et il me dit pratiquement comment j'ai utilisé mon temps de façon... puis des fois, c'est surprenant de se dire... là, je voyage moins, mais il y a eu une époque où il me disait, vous avez découvert 4 nouveaux pays, tant de nouvelles villes. Puis si tu cliques, il te sort toutes tes photos, etc. Alors, tout ça pour dire que s'il y avait un Big Brother qui nous observait, puis qui me dirait, je vois que tu as gaspillé à peu près 80% de ton temps,
Puis les 20% que tu n'as pas vraiment gaspillé, voilà ce que tu as fait. Donc il y a tout un chapitre qui est « Qu'est-ce que je fais de mon temps? Comment j'utilise mon temps? » Il y a tout un autre chapitre qui est « Quelle est l'expérience que j'ai du temps? Comment je ressens le temps? » Et on va élaborer tout à l'heure, mais en gros, c'est du genre ah, j'ai trouvé le temps long. Hein? Ça a passé vite. Ah oui, ça a passé vite, ou ça n'a pas passé vite? Et on a tous un rapport avec le temps d'expérience, comme je disais tout à l'heure, d'un temps où tu vas dire quel moment fabuleux. Et là, on est conscient que ce moment était très important. Ma définition pour moi de le moment présent, c'est en fait une expérience du temps dans laquelle j'ai pas envie de prolonger le temps, ni que ce moment se répète, et je n'ai pas non plus la peur de ne pas pouvoir le reproduire. Je répète, ça va? Donc c'est ma relation avec le temps qui fait que j'ai tellement senti que le moment était présent, était fabuleux, que j'ai pas eu la crainte de le voir se terminer, j'ai pas eu envie de le prolonger, et j'ai pas peur de ne pas pouvoir le répéter. Et la fois où j'ai fait cette expérience, où c'était tellement un moment de béatitude, après coup, je me suis dit, pourquoi c'était une béatitude? Ben, je me suis rendu compte que c'était exactement pour ça. Parce que mon expérience du temps à ce moment-là était une synchronicité tellement forte avec le temps que j'étais pas conscient de « oh, ça va se terminer » ou « ah, j'aimerais tellement le reproduire » ou « ah, tu sais, si on pouvait le répéter ». Il y a des gens, des fois, qui cassent la magie du temps. Tu les as pas vus depuis 10 ans, tu arrives, à peine bonjour. « oh, mais tu viens si peu de temps ». Ben, je suis à peine arrivé, profitons du moment, mais déjà, on est en train de tuer le moment en prévoyant le lendemain où je vais partir. Ou alors, tu arrives, puis au lieu de te dire « je suis content de te voir », je dis « ah, mais c'est bien, mais il faudrait qu'on fasse ça plus souvent. Hein. » Non, je le vis maintenant. Alors, souvent, on brise le moment présent parce que notre expérience du temps n'est pas très synchrone, elle n'est pas alignée dans la synchronicité. Donc, il y a qu'est-ce qu'on fait de son temps, comment on ressent le temps, et la troisième dimension, c'est notre conscience du temps. Comment est-ce qu'on est conscient du temps? Je ne parle pas du temps extérieur, mais quand c'est le printemps, on est très conscient que tout change. Et on est aux aguets de ce changement. Quand l'hiver arrive, on sait aussi qu'on se prépare parce qu'on est conscient du temps, on sait. Conscient du temps veut dire qu'on a un souper avec des amis, c'est dans 2 jours, on commence à planifier parce qu'on est conscient du temps. Donc c'est 3 dimensions qui sont intéressantes. Puis si on les prend dans ce sens-là, on va se rendre compte qu'en fait, on va devoir les travailler dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'on peut commencer par se préoccuper à qu'est-ce que je fais de mon temps, et chacun peut définir qu'est-ce que c'est que d'utiliser son temps de la bonne façon, à bon escient. On appelle ça souvent à bon escient ou de bien utiliser son temps. Donc ça veut dire ne pas gaspiller son temps et ne surtout pas ruiner le temps. Il y en a qui disent « tu as perdu ton temps ». C'est bête d'avoir perdu son temps. On ne peut pas le retrouver. On a perdu son temps. Tu as gaspillé du temps. Ou tu as vraiment fait en sorte que le temps est devenu... c'est un mauvais moment. Tu as gâché le moment. Il y a des gens comme ça qui ont l'art de gâcher le moment présent. C'est juste comme maladroit ou malhabile, mais ça gâche le moment présent. Alors la notion, c'est que comment est-ce qu'on utilise notre temps? Il y en a qui ont des listes de quoi faire, puis ils stressent toute la journée pour faire tout ce qu'ils ont sur la liste. Est-ce que c'est un bon usage du temps? Est-ce que être stressé en faisant plein de choses dans la journée est un bon usage du temps versus peut-être en faire moins, mais mieux le faire, puis être mieux dans sa peau quand on fait ce qu'on fait? Comment on utilise notre temps? C'est ça qui est intéressant. Moi, on m'avait appris, par exemple, une personne m'avait dit, tu sais, si tu veux mieux faire ce que tu fais, c'est très important de ne pas faire ce que tu fais pendant trop longtemps. Elle dit, brise ton action en petits bouts.
Donc, si tu as, par exemple, un devoir à faire, mets-toi pas là-dessus pendant 5 heures de suite en forçant, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Elle dit, fais une petite demi-heure, 3/4 d'heure, puis après, prends une pause, va marcher, prends un thé, fais autre chose, va plier ton linge, puis reviens à ce que tu fais. Puis après, tu brises encore, tu reviens, brise encore, tu reviens. Puis tu vois, c'est beaucoup plus facile. Ça va être beaucoup plus efficace. Et je me suis rendu compte que c'était une gestion du temps, une façon d'utiliser mon temps. Il y a des fois où on s'obstine à faire quelque chose, alors qu'on serait bien mieux de faire autre chose. Comment est-ce qu'on doit savoir ce qu'on doit faire à ce moment-là? Et des fois, on s'impose de dire « faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça ». Qui m'a dit qu'il fallait faire ça pour demain? Peut-être quelqu'un m'a imposé son horaire. Puis il a dit « j'aimerais ça que tu me répondes d'ici demain soir ». OK. Puis là, on importe ça, puis on stresse parce qu'il faut lui répondre pour demain soir. Est-ce qu'on s'est posé la question à savoir, est-ce que ça rentre dans mon agenda? Est-ce que si je lui disais, écoute, si je te réponds dans 3 jours, c'est correct? La personne, ok, c'est correct. Bon, tu vois, il n'y avait pas d'urgence. Puis s'il y a une urgence, maintenant, on gérera ça différemment peut-être. Et des fois, il y a un exercice à faire pour gérer son temps. Faire des plannings. Décider comment je vais utiliser mon temps. Qu'est-ce que je vais faire de ma journée? Je suis sûr que ça vous arrive tous les jours de penser, bon, je fais ci, je fais ça, on a des plans le matin, puis si le soir on n'a pas accompli ce qu'on avait accompli, comment on se sent, ce qu'on s'en veut, etc. Et utiliser le temps convenablement définit la relation que je vais commencer à établir avec le temps aussi. Si on gaspille beaucoup de temps, on s'en veut après, non? Si on ne profite pas du temps présent, on s'en veut aussi. On n'est pas bien, on n'est pas dans la... Pour moi, la relation ultime avec le temps, c'est la synchronicité. C'est l'alignement dans lequel le temps et moi, on est bien ensemble. Puis quand le temps accélère, j'accélère. Quand le temps ralentit, je ralentis. Puis je suis toujours bien en harmonie avec le temps, parce que le temps est très élastique. Quand on est très heureux, le temps passe vite. Quand on souffre, le temps ne passe pas vite du tout. C'est très très long. Il faut être capable de jouer avec ce temps. Et ça dépend beaucoup de ce qu'on fait de notre temps. Et le yogi, celui qui est très préoccupé par son bien-être intérieur, a une volonté de gérer son temps en utilisant son temps de la meilleure façon possible. Il y a du temps qu'on utilise pour soi-même, puis on va dire à tout le monde, c'est très important de prendre du temps pour soi. Mais pas tout le temps pour soi. Il faut aussi prendre du temps pour être avec les autres. Quand quelqu'un nous parle, si on n'écoute pas, c'est-à-dire qu'on ne prend pas le temps d'écouter. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On n'est pas en synchronicité. Tu sais, quelqu'un est en train de nous dire qu'il est vraiment déprimé, puis que ça va mal, puis là, tu écoutes, puis tu n'entends rien du tout finalement. Tu es juste en train de dire, c'est-tu être long encore? Est-ce qu'il faut que j'aille faire ça? Non. Écoute, tu es peut-être en train de préparer une grosse déprime, puis on n'est pas capable. Parce qu'on n'a pas décidé que, quand je suis avec quelqu'un, on n'a pas décidé au préalable, OK, pendant une demi-heure, je suis avec cette personne. Je ne fais rien d'autre. Et des fois, physiquement, on est là, mais mentalement, on fait 4 choses en même temps. Et on parle à quelqu'un, mais on pense à un autre, puis en fait, on planifie autre chose. Puis on regrette de ne pas avoir fait autre chose. Ça, c'est vraiment être écartelé dans le temps. Alors, l'usage du temps est très intéressant dans ce qu'on fait, puis dans ce qu'on pense pendant qu'on le fait. Deuxième élément, ensuite, c'est comment je fais l'expérience du temps. Par exemple, je me souviens pas cette année, mais l'année dernière, je me souviens très bien de ma résolution 2018, était de me créer un petit déjeuner en pensée tous les matins. Puis, si vous vous souvenez, ça venait de ma nouvelle découverte des smoothies. À l'époque, j'avais joint la nouvelle religion, c'était très très populaire, c'était les smoothies, smoothies, là, c'est ceux qui ils jurent par le smoothie, ils se lèvent le matin, c'est smoothie. Je sais jamais comment bien le prononcer en plus, mais je sais que c'est des smoothies, right? Puis là, tu vis comme un smoothie, puis tu deviens un smoothie vivant. T'sais, donc, tu vois des brocolis, tu mets ça, bzzz, tu vois du carotte, bzzz, tout est bzzz. C'est vraiment... c'est une mode smoothie, c'était la religion smoothie. Et moi, je me levais le matin, puis j'entendais tous les voisins, bzzz, ok, lui, il est smoothie aussi, ok, lui, il est smoothie aussi. Puis c'était vraiment l'espèce de new buzz, vraiment, puis ça buzzait les smoothies.
puis des recettes de smoothies, puis le Magic Bullet, puis le machin, là, tu sais, de tous les... Vous avez vu ça, la religion des smoothies? Ouais. Puis finalement, je me suis rendu compte qu'un jour, j'avais physiquement commencé à ressembler à un smoothie, ce qui est quand même pas mal cylindrique, avec des tailles qui commencent à grandir. Je me suis dit, wow, fais attention au smoothie, là, c'est quand même... tu mets plein de trucs là-dedans, mais je trouve ça génial, le smoothie. Et j'en prends encore, hein, by the way. Mais j'étais assez passionné, puis à un moment donné, le matin, je me rendais compte, ben, c'est tous les matins la même chose. C'est long à faire un smoothie, hein, la carotte, le machin, le truc. T'as plein de pots, plein de poudre, plein de trucs, puis ça puis tu manges liquide, tu sais. Quand t'es vieux, tu manges mou apparemment, mais quand t'es actif, tu manges liquide, le smoothie. Et là, je m'étais dit, pourquoi pas faire le matin un smoothie mental? Et tous les matins, je devrais avoir 5 ingrédients dans ma façon de penser pour être capable de dire, ok, si je pense comme ça tous les matins, ça part bien la journée. Puis un des éléments, je me souviens, était waouh, la vie, waouh, le moment, je suis en vie, c'est génial. Puis je me disais, je devrais me dire ça tous les matins. Ok, j'ai mal au dos, puis il faut aller travailler, puis il neige, puis nanana, puis la voiture, puis j'ai peut-être une contravention. Waouh, je suis en vie, c'est génial. Puis vraiment, c'est de se dire, hey, arrête tout, là. T'es en vie, t'es sur la planète Terre, c'est absolument trippant. Il y en a qui sont peut-être des asticots dans la Terre. Pauvre toi, écoute, désolé, prochaine vie, ça ira beaucoup mieux. Mais moi, dans cette vie-ci, j'ai un corps humain, je suis à Montréal, la plus belle ville au monde. Écoute, c'est génial, je suis sur la planète Terre. Non? Appréciez-vous votre vie humaine? Ben, appréciez-la, vous savez pas ce qui s'en vient après. Hein. Peut-être vous réincarner en pneu d'auto, c'est pas le fun. Pas en tout. Au Canada, en plein hiver, c'est pas le fun. Non, alors, c'est appréciation, je suis en vie. Et pour moi, ça, c'était une notion de faire l'expérience du temps. Tu sais, c'est le temps maintenant, là, je suis en vie sur la planète Terre, c'est absolument génial. Puis la vie est magnifique. C'est beau, tu sais, les arbres, puis la nature, puis le fait de pouvoir parler au monde, le fait de pouvoir boire un café latte le matin, après le smoothie, là, mais la vie, c'est beau. C'était une conscience, j'apprécie le moment, j'apprécie le temps. Et chaque moment est important. Chaque moment dans ma vie est important. Et la prise de conscience que j'avais eue l'année d'avant sur le moment présent, donc ne pas vouloir le prolonger, le répéter ou avoir peur qu'il ne se reproduise pas, je me disais, est-ce que je peux recréer ça, vivre ce moment-là à n'importe quel moment? Et là, je me souviens très très bien dans des bouchons en retard au travail, puis comment? Puis après, ouais, j'ai envie, c'est génial. Essayer de forcer l'expérience d'un bon moment dans une situation qui était moins facile. Des fois, j'admets que ça marchait pas du tout, puis d'autres fois, ok, on arrivait à au moins apprécier le bouchon pour se dire c'est pas si grave, et puis voilà, on vit ça. Et ça, pour moi, c'est l'expérience du temps. Apprécier le temps. On est dans un bouchon, fine. Tout à l'heure, je suis parti du travail, ça m'a pris presque 1 heure de venir. Il y a une rue où on ne pouvait plus monter, tout le monde, ça descendait, et on faisait demi-tour, on allait chercher une autre façon de remonter une petite côte toute simple. Ça a pris super longtemps pour rentrer. Ben, je me suis dit, hey, je me suis dit que j'avais pas écouté beaucoup les balados. Apparemment, c'est après les smoothies, là, la nouvelle religion, c'est les balados. Vous connaissez les balados? Alors là, j'ai voulu découvrir un balado dans la voiture. J'ai essayé un balado. C'est vraiment spécial. Et donc, je me suis dit, ben, j'ai du temps. J'ai apprécié le trafic pour faire quelque chose que je fais jamais. Puis j'ai écouté un balado. C'était sympathique. Dans le balado, c'était dans le Grand Nord avec les Inuits. Puis là, on découvrait le son du vent, le son de rien du tout. Puis ça s'appelait Écouter le silence. Je trouve ça super dans un bouchon de tempête de neige. C'était très, très bien. Apprécier le temps. Mon appréciation du moment de ce que je fais en ce moment. J'oserais demander, êtes-vous content d'être là maintenant? J'espère. Mais même votre degré d'appréciation, j'oserais même dire qu'il ne devrait pas être seulement dépendant de ce que je dis. Donc là, je vais me libérer du fardeau de vous imposer un mauvais moment, mais que bon, si je dis des choses intéressantes, tant mieux. Mais même à ça, chacun a la capacité d'augmenter sa conscience de ce qu'il vit en ce moment.
Puis si vous vous dites, par exemple, « Hey, j'ai pris la soirée pour moi », il y en a qui viennent pour la première fois, là, je viens dans un centre de méditation. C'est pété, ça. Excuse-moi, c'est original. Je veux dire, il y a 20 ans, je vous assure, quand on disait aux gens, je vais méditer, OK, mais tu fumes des bâtons d'encens aussi, c'est ça? Au travail, si quelqu'un demande de l'encens, il dit, ah ben Eric va sûrement avoir ça. Pourquoi? Ou alors le thé vert, tu bois du thé vert? Je dis non, moi j'aime pas du tout le thé vert. Ah ouais, c'est bizarre, mais tu médites? Ouais, mais ça veut pas dire que tous ceux qui méditent boivent du thé vert. C'est pas nécessairement comme ça. Je bois du café latte, j'aime ça. Mais j'aime le moment qu'on vit. C'est de vivre dans un moment puis d'apprécier le temps qu'on est en train de vivre. Donc c'est pas seulement ce qu'on fait et si on utilise le temps comme il faut, mais ce qu'on apprécie. Parce qu'il y a des fois où on ne peut pas vraiment changer ou choisir ce qu'on fait dans ce moment-là. Si vous êtes chez le médecin puis qui vous fait attendre 1 heure dans une chaise dans la salle d'attente, est-ce que ça veut dire que je gaspille mon temps? Là, c'est pas mon choix. Là. Je suis obligé d'attendre 1 heure avant que monsieur ou madame puisse me recevoir. Ben, OK. Donc là, j'ai un choix. Je rouspète contre le système de soins de santé au Québec. Je grogne. Je me lève 3 fois, puis je vois la pauvre réceptionniste qui n'a rien à voir avec ça. Puis je dis, là, franchement, vous auriez pu me téléphoner, nanani, nanana. Puis là, je peux faire une scène. Je peux casser la réception. Je peux terroriser la pauvre fille qui va appeler la police. J'ai le choix, non? Ou je peux, ce que je suggérais d'ailleurs, rester patiemment sur son siège et puis penser que la personne à la réception est bien désolée sûrement de mon sort et d'être très gentil avec elle, puis elle va dire, fuir, au moins il ne vient pas me taper dessus, puis de me dire, là j'ai du temps. Ben, profites-en, fais quelque chose pendant ce temps d'attente plutôt que de, franchement, on peut fumer intérieurement, ou on peut arrêter de fumer intérieurement, puis profiter du temps qu'on a. Apprécier le temps. Regarder par la fenêtre, puis se dire, c'est comme si je regardais la télé, puis c'est un film très contemporain. Il ne se passe rien du tout. Why not? Donc, comment j'apprécie, mon appréciation du moment. Je vais arriver à votre question tout de suite après. Et quand on apprécie le moment, après, ben, c'est être conscient du temps. Donc ça, c'est le niveau ultime, c'est conscient que le temps n'est pas infini. Que j'ai peut-être un agenda à long terme dont je devrais me préoccuper un petit peu. Et moi, c'est tout récemment, honnêtement, que je me suis mis à me préoccuper de combien de temps il me reste. Et j'admets que quand tu as 20 ans, c'est pas trop ta préoccupation. Et quand il passe un certain cap, tu dis, puis que tu vois plein de gens autour de toi qui partent, tu te dis, coudonc, ceux qui ont aimé Stromae, le chanteur Stromae, qui a eu une chanson épouvantable, on l'a vu, mais elle est belle, mais vraiment dure, Cancer, cancer. Et sa phrase, c'est Cancer, cancer, quand c'est le prochain. Puis sa chanson, c'est un peu que c'est tellement dur, tellement de gens perdent la vie à cause d'une maladie, que tu ne sais pas qui va être le prochain. Et il y en a qui passent tout droit, puis ils ont 90 ans, ils n'ont jamais rien eu. Puis il y en a à 39 ans, ben, ils sont frappés par un cancer, puis ils disparaissent. On n'a aucune garantie de ce qui va nous arriver et quand ça va nous arriver. Et donc, à un moment donné, on commence à se dire, hey, avant la fin, qu'est-ce que je veux accomplir avant la fin? Qu'est-ce que je veux vivre dans ma vie avant la fin? Et là, on tombe dans l'appréciation, la conscience du temps. Je me souviens plus du contexte, mais j'avais assisté à une conférence où et la personne disait, on pose souvent la question aux gens, qu'est-ce que vous feriez si vous restez 6 mois à vivre? Okay? Donc là, on est là-dedans. Conscience du temps. Et des gens disent, ben, si j'avais 6 mois à vivre, voilà, je ferais ça, ça, ça. Puis ils disaient, la vraie question n'est pas, qu'est-ce que tu feras si tu as 6 mois à vivre? Mais la vraie question, c'est celle qui vient après. Pourquoi tu n'as pas fait ça maintenant? Pourquoi ça reste une hypothèse que tu ferais ça si te restait 6 mois à vivre, mais tu ne sais pas combien de temps il te reste à vivre? Et la notion était alors, quelle est ma conscience du temps? Et si on évolue dans la notion que le temps qui me reste à vivre, ben je ne le mesure pas.
Donc, ça va faire en sorte que chaque moment est encore plus précieux. Non? Et c'est dans cela où je dirais qu'au lieu de se préoccuper au départ de comment je fais, comment j'utilise mon temps, comment j'apprécie mon temps, puis éventuellement, grandes idées philosophiques, ma conscience du temps, dans le yoga, on fait l'inverse. Et on va commencer par générer à un moment donné cette conscience du temps. Prendre conscience que le temps est un cadeau, que le temps est une denrée rare, précieuse, que le temps est vraiment quelque chose qui m'est offert et dans lequel je vais pouvoir m'accomplir et me réaliser pleinement. Et si j'ai une conscience du temps élevée, je vais apprécier le temps à chaque moment. Et si j'apprécie le temps à chaque moment, je ne vais jamais le gaspiller. Et je vais être très préoccupé par ce que je fais à chaque moment. Et c'est beaucoup plus efficace dans ce sens-là que dans l'autre sens. Que juste gérer le temps et de ce que je fais à chaque moment, ça devient stressant en fait. Pour ensuite apprécier, mais des fois on est fatigué parce qu'on a tellement fait qu'on n'apprécie plus. Puis conscient du temps, ben, ça devient des fois juste une conscience de peur, une conscience de menace, une conscience de crainte de ne pas en avoir assez, etc. Alors que si on crée cette belle conscience du temps, en étant conscient que notre vie est un espace, est une durée de vie, c'est comme ça qu'on l'appelle, non? La durée de vie. On parle d'une durée de vie moyenne, la longévité, ou quelle est la durée de vie moyenne d'un individu. Je pense qu'on était à quoi, 73 ans, je pense, en ce moment, la moyenne. 80 et quelques, quoi. Ça va encore augmenter. J'ai pas mis mon téléphone à jour. Avec le smoothie, maintenant, on est rendu à 95, c'est sûr. Alors, la notion d'une durée, c'est que le temps, c'est une durée qu'on a. Et si on l'apprécie, si on voit la beauté de cette conscience du temps, ben là, on va apprécier beaucoup mieux les autres choses. Les gens qu'on rencontre. Tu sais, quand on est conscient que, on dit souvent, personne n'est éternel. La plupart des gens, quand on leur dit si vous restez 6 mois à vivre, qu'est-ce que vous allez faire? Ah, j'ai passé plus de temps avec mes parents, avec ça. Ben, fais-le donc maintenant. Si eux partent, ou si toi tu pars, qu'une idée donc d'avoir cette conscience du temps plus élevée, pas de façon épée de Damoclès qui nous tombe sur la tête, mais conscience du temps dans le sens, c'est probablement ce qu'il y a de plus précieux dans notre vie. Ben, à ce moment-là, on décline, puis on vit mieux notre relation avec chacun. On apprécie le moment qu'on passe avec chacun. On se dit, je ne veux pas rater l'occasion de vivre des moments avec les gens que j'aime. Et ça devient la priorité. Et après, ben, le temps qu'on a, on va l'utiliser convenablement. On ne veut pas perdre notre temps, on ne veut pas gaspiller notre temps. Et valoriser le temps fait en sorte que le temps nous valorise. Procrastiner est une insulte au temps. Vous savez ça? Procrastiner, vous êtes en train d'insulter le temps. Le temps n'attend pas, on dit. Moi, mon expérience de procrastination extrême, c'est avec les courriels. Et souvent, maintenant c'est fini, j'ai réglé ça en 2019, j'ai réglé mon problème. Mais avant, c'était vraiment, il y a des courriels, oui, tu réponds pas. Il y en a tellement, il y en a plein, tu les comptes, il y a 200, il y a 100, il y a 300. Plus tu fais ça, là, plus c'est pire. Et souvent, je n'osais pas le dire après, mais je faisais de m'asseoir pendant une demi-heure, puis t'en réglais à peu près tout. Pourquoi j'ai stressé, procrastiné, j'en ai fait une montagne, alors qu'en fait, ça se règle rapidement. Des fois, on a l'impression qu'il y a tellement de choses à faire, puis le moment où on les fait, on se rend compte que ça se fait en 30 secondes. Enfin, en temps qu'il faut, mais c'est pas si pire que ça. Et l'expérience qu'on a souvent, moi, c'est que quand j'ai changé ma conscience du temps, le temps devient élastique. Et j'ai souvent partagé cette expérience où je disais souvent aux gens, tu sais, j'ai pas le temps, est-ce que tu as le temps? Non, j'ai pas vraiment le temps, etc. Puis un jour, je me suis dit, plus je me dis j'ai pas le temps, plus ma réalité sera que j'ai le sentiment de ne pas avoir le temps. Et je me suis dit, change ta façon de penser, puis dis que tu as tout le temps qu'il faut.
Et là, à un moment donné, je me suis retrouvé à vraiment pratiquer au quotidien, à dire constamment, moi, j'ai tout le temps. Les gens disent, as-tu 2 minutes? Non, j'ai toute la journée si tu veux. Ben non, je sais que t'as pas. Non, j'ai tout le temps. Et je savais que c'était pas vrai, mais que c'était aussi vrai dans le sens où que ma réalité sera ce que je pense. Et le moment où j'ai dit, non, j'ai du temps, ben, je me suis rendu compte que là, tout à coup, dans ma réalité, j'avais du temps. Et tout à coup, les choses se faisaient plus vite, tout était fait. Puis là, j'ai tout fait. Puis j'ai l'impression d'avoir encore du temps. Donc c'était vraiment l'élasticité du temps qui était à ce niveau-là. Alors, je vous ai mis en attente. On va vous donner le micro, parce qu'il y a des gens en ligne qui aiment bien savoir des fois ce que les gens disent pour participer à la discussion. Merci. Mais c'est parce que j'ai pas une bonne mémoire et j'ai pas une bonne cerveau intellectuel. Mais pendant que vous parlez, ça m'a fait donner des idées, mais là, je les ai oubliées, mais j'en ai d'autres idées. Mais j'ai un livre que je suis en train de lire, Get Out of Your Mind and Into Your Life. C'est ACT, Acceptance and Commitment Therapy, c'est mindfulness. Mm-hmm. Mais c'est basé sur des choses scientifiques. C'est une nouvelle chose scientifique. Ils ont étudié ça depuis 20 ans. Puis, je lis le livre, puis j'ai de la difficulté. C'est comme... Ils disent que la méditation, comme les bouddhistes, la méditation, c'est bon. Toutes les... ils appellent ça « the wisdom traditions ». Ils disent que c'est bon. Ah, ça, c'est parce que je prends du lithium. Puis, j'apprends beaucoup de faire ce travail dans le livre. Mais des fois, j'ai des expériments qui me rendent peureux. Ça me fait peur. Je suis anglophone, en plus. Puis, comme j'ai l'impression que je passe à travers quelque chose qui pourrait aboutir dans le bien ou dans le bon pour moi, mais j'ai pas de professeur ou de guide. Puis des bonnes expériences des fois aboutissent dans des mauvaises expériences. Mais je faisais du yoga Kundalini. Puis j'ai eu une sensation de chaleur dans mon périnée. Puis le professeur m'a dit que c'est mon chakra, mon premier chakra. Je sais pas. Ouais, je peux pas rentrer trop dans tout ça parce que c'est très très personnel. Ok, pardon. Mais ce que je vous suggère par contre, parce que c'est tout à fait normal quand on pratique la méditation sans avoir vraiment étudié peut-être la mécanique de la méditation, c'est vraiment important, je trouve, de prendre des cours. Et moi, je suis très conscient de ce que vous dites et c'est vraiment important parce que il y a des gens, des fois même, à qui on va déconseiller la méditation parce que ça éveille trop de choses qu'on ne sait pas quoi faire avec. Ouais. Et dans ce sens-là, on va probablement suggérer davantage des lectures, des réflexions, des discussions, des compréhensions. Et c'est pour ça que c'était ce que j'aime, moi, dans l'approche Raja Yoga. Au départ, c'est comme si on enseignait la mécanique de la méditation, pour que quand vous avez des expériences, vous puissiez comprendre d'où ça vient. D'où viennent ces expériences, les bonnes et les mauvaises. Parce qu'on a en nous des organes, un peu comme le corps a un cœur, un estomac, un poumon, puis chaque organe a des fonctions très particulières. C'est bon de savoir à quoi sert un poumon. C'est bon de savoir que l'estomac mange certaines choses. Et la méditation, c'est apprendre aussi qu'est-ce qu'on a ici, qui médite, qu'est-ce qu'on fait à interagir quand on médite. Vous parlez de Kundalini, vous parlez de chakra, tout ça, ce sont des technicalités qu'il faut comprendre. Et ça nous rassure beaucoup après. Et quand vous pratiquerez la méditation en comprenant mieux qu'est-ce qui se passe quand on médite, peut-être ça va éclaircir un peu ces peurs et ces choses-là. Une autre chose, est-ce que je peux? Oui, brièvement, parce qu'on va essayer de conclure avant. Pendant que vous parliez, vous dites comme se sentir content dans le moment, mais comme si on a des choses dans le passé ou dans notre enfance qui nous donnent le goût de pleurer ou qui nous agitent ou qui nous rend contrariés ou fâchés, ou d'autres choses dans notre vie qui nous rendent fâchés ou des énergies. Je comprends, ouais.
C'est là où il y a tout un processus, c'est-à-dire que ces sentiments qu'on a, ces rancœurs, ces blessures en fait qu'on a dans l'âme, si vous vous souvenez au début, je parlais d'avoir de la connaissance, des valeurs et du pouvoir. Et c'est exactement ça qu'on va développer dans la spiritualité, mieux comprendre, mieux ressentir des valeurs positives, le pardon, l'acceptation, le courage, la compassion, la miséricorde. Et toutes ces valeurs-là, quand on les développe, l'âme devient ensuite plus puissante. Et quand on médite, à ce moment-là, s'il y a une blessure passée qui refait surface, on a tout de suite la bonne pensée pour y répondre. On dit, OK, c'est pas qu'on veut refouler nos vieux sentiments, mais on veut savoir quoi penser devant ce sentiment. Puis on dit, OK, c'est correct, je sais que ça vient du passé, mais maintenant, voilà la pensée que je crée pour changer mon sentiment. Donc, on développe des réponses. On a des méthodes qui nous aident à faire face à tout ça. Et c'est vraiment une pratique que je vous invite à découvrir. Donc, des cours, nous, on a un petit cours structuré, puis vous pouvez découvrir à la réception, on a des cours qui commencent là, chaque 2-3 semaines, on a des nouveaux cours qui commencent. Et parlant de cours, ben justement, on a plein de choses, mais il y a tellement d'annonces, je vais peut-être vous inviter à regarder le dépliant devant, parce que sinon, je vous donne celui-là, mais il y a pas mal de choses. Et en tout cas, c'est juste les 3 prochains jours, ou à partir de vendredi, samedi, dimanche, ceux qui n'ont pas envie de pelleter, puis qui n'ont pas envie d'aller se promener dans la gadoue, la pluie, puis tout le cocktail qu'on va avoir, et qui veulent prendre du temps pour eux-mêmes, ben, vendredi soir, il y a un atelier en anglais, Spirituality in Motion, qui est très intéressant, qui est une forme de méditation en mouvement, réflexion et atelier en même temps. Donc ça, c'est en anglais, et ce sera une série de 3 vendredis, 25 à compter de ce vendredi, 3 vendredis de suite. Il y a aussi samedi un atelier à 1h30, Créer son futur. Ça, c'est bilingue, French and anglais. Et dimanche, un atelier où c'est pour des jeunes adultes. Alors là, on a aussi une brochette de jeunes adultes qui est assez élastique, mais en tout cas moins de 75 ans à peu près, je pense. Mais je pense que non, c'est les jeunes adultes, donc je sais pas, jusqu'à 15, 20 ans, je sais pas trop jusqu'où on va, mais jeunes adultes, peut-être 30 ans à peu près. Et ça, c'est aussi bilingue, Real Life Superheroes. Donc ça, c'est pour les plus jeunes, dimanche à 2h, samedi à 1h30, Créer son futur, et les vendredis soirs en anglais, avec le dépliant disponible à la réception. Merci de vos grandes oreilles. Et je propose pour clore une méditation, et j'aime bien essayer de vous proposer à la méditation de fin, récapituler un petit peu les pensées, puis vous inviter à juste ressentir. Donc là, on va méditer sur le thème du temps, pour être très original, quoi. Alors, au départ, c'est toujours bien de donner au corps un signal de détendre, bien s'asseoir confortablement. Prendre le temps de bien respirer. Et quand on respire, c'est comme si on libérait le corps de toutes les tensions physiques. Prendre le temps de sentir aussi les pieds qui sont en contact avec le sol. Comme si on se connectait avec l'énergie de la terre. Ressentir tout le courant énergétique du monde. Mon corps qui appartient à la matière, qui appartient à la nature. Et même ressentir la chaleur qu'on a au creux des mains. Ressentir l'énergie qu'on émet, même physiquement. Sentez l'énergie qui se dégage de vos mains. Et on pense même aux traits du visage. Enlevez toute la tension des traits du visage.
comme si on installait sur le visage une énergie de paix, de détente. Mais aussi une certaine douceur par rapport à ce qu'on ressent en ce moment, un lâcher prise. Accepter d'être bien, de ne pas s'inquiéter. Tout en ressentant que le corps est bien détendu. On peut diriger l'énergie de nos pensées vers l'appréciation du moment présent. Apprécier le fait que même mon esprit n'est pas limité par ce qui m'entoure, que mon esprit peut voyager. Mon esprit peut se détacher. Et si je le veux, je peux même visualiser en ce moment une scène de la nature. Je peux imaginer par exemple un champ avec des herbes sauvages, des fleurs, du soleil. Comme si je marchais dans des herbes hautes, caressant avec ma main les herbes, les fleurs sauvages. Et cette nature me donne le sentiment d'être libre. L'esprit voyage. Et je peux me transporter comme ça où je veux. Me sentir libre. Et me dire qu'en juste quelques secondes, quelques minutes, je peux aller créer mon bonheur juste par la puissance de mes pensées. Et sur l'écran de mon esprit, je peux voir la beauté de la nature et me dire que toute cette beauté, je la possède aussi en moi. Ma capacité d'aimer, juste la nature de mon être. C'est une nature qui est belle. Je peux cultiver la paix. Je peux cultiver le bonheur. Et les laisser fleurir comme toutes ces fleurs dans le champ. Alors pendant juste une minute, je me dis que je suis bien avec moi-même. Parce que j'ai retrouvé la maîtrise de mes pensées. Je peux choisir mes pensées. Et redécorer mon monde intérieur avec la beauté de mes pensées, avec la puissance de mes pensées.
Alors, si en sortant d'ici, vous voyez un champ avec des fleurs, c'est que vous êtes vraiment fort. Vous avez vraiment compris ce que c'est que la méditation. Puis si vous voyez des gens qui sont en train de pelleter des fleurs dehors, vous dites, qu'est-ce que tu fais à pelleter les fleurs? En tout cas, merci d'être là et moi j'ai bien aimé mon moment avec vous. Voilà. Bonne soirée, bonne semaine.